Bonsoir, bienvenue sur Talkback GP pour débriefer ensemble le Grand Prix d'Argentine. On reviendra bien évidemment sur le week-end exceptionnel des frères Marquez, mais aussi sur celui de Johann Zarco. Alors, Talkback GP, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est parti. Voilà, comme je vous le disais, on est ensemble pour débriefer ce deuxième Grand Prix de la saison, ce Grand Prix d'Argentine. On va tout de suite traverser l'océan Atlantique pour retrouver Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir Eric. Et puis, vous l'aviez réclamé, eh bien, on vous a entendu, il est là, et en plus, il est avec nous, physiquement avec nous. C'est le retour du doc. Salut Thomas. Salut Eric, salut Michel. Bon alors Michel, comme je le disais, et je pense que on est tous d'accord sur le plateau et sur l'émission, l'homme du week-end, puisque généralement on ouvre le débrief de Talkback GP par ce chapitre, l'homme du week-end, c'est non pas Marc Marquez, mais c'est bien Johann Zarco. Johann Zarco qui a réalisé un Grand Prix d'Argentine du vendredi au dimanche quasi parfait par rapport, je dirais, aux moyens dont il dispose. Tu es d'accord avec moi ? Écoute, oui, je suis d'accord avec toi, même si c'est difficile de pas parler, de pas mettre en avant les Marquez, mais c'est vrai qu'on retrouve un petit peu, finalement, pour moi, ce Grand Prix d'Argentine, il confirme un petit peu ce qu'on a vu en Thaïlande. Déjà, on avait un Johan qui était surprenant, là, il a confirmé, hein, il termine septième à Buriram, sixième à Termas de Rio Hondo, et voilà, et les deux Marquez encore devant. Donc c'est vrai que c'est un scénario. Enfin, les hommes forts de Buriram ont confirmé qu'ils étaient bien là, que c'était pas un accident ce qui s'était passé pour la première course. Donc, mais oui, Johan, super week-end, entièrement d'accord avec toi, Eric. Ouais, Thomas, hein, on le disait avec Michel, très très gros week-end, presque peut-être surprenant par rapport, je dirais, au progrès certes qu'on avait vu sur la Honda, mais on n'attendait pas forcément une telle, j'allais dire un tel step, un bond en avant. T'es d'accord aussi ? Bah oui, écoute Eric, quand on écoute Johan selon les différents débriefs, c'était un week-end rêvé pour lui, une première ligne au pied du podium en sprint, une 6e place à l'arrivée de la course du dimanche, malgré quelques problèmes de vibration sur la moto, c'est ça qui l'a empêché de faire la différence, notamment en début de course pour essayer de prendre le dessus sur Bagnaia et voilà, une très belle performance. Première ligne d'un pilote français sur une Honda, c'était pas arrivé depuis Randy Depugny en 2010, donc voilà. Ça ne rajeunit pas. Voilà. D'accord. Michel, justement, par rapport à ce que disait Thomas, les petits soucis de vibration, est-ce qu'il y avait un peu de frustration quand même dans l'analyse de Johan, si tu as pu discuter avec lui hier ? Oui, un petit peu de frustration sur le moment, mais vite digérer cette frustration parce que voilà, comme l'a dit Thomas, c'est dès la première séance d'essai, il est devant avec les Marquez. Première ligne, un super beau sprint où il est encore au pied du podium, quatrième. Voilà, donc cette frustration, c'est vrai que c'était pas. Il rêvait du podium. Il pensait pouvoir accrocher Bagnaia et suivre les deux Marquez. Bon, ça s'est pas passé comme ça. Finalement, les deux VR46 sont aussi doublés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce circuit, c'est quand même un circuit qui lui plaît beaucoup. C'est un circuit où il n'y a pas de gros freinage, il y a des enchaînements rapides, un peu comme Phillip Island où il a gagné l'an dernier. Donc ça correspond à son pilotage et ça correspond aussi au point fort, enfin aux caractéristiques de la Honda de cette saison. C'est-à-dire que c'est une moto qui donne confiance au pilote dans le train avant, dans les entrées de virage, qui a un moteur qui est pas le plus rapide, mais qui agresse moins les pneus et qui est plus facile à utiliser. Ce qui lui manque aujourd'hui à cette moto, c'est une capacité de se ralentir plus facilement pour permettre au pilote de freiner plus tard. Elle est en difficulté sur les zones de freinage, ce qui fait qu'on se dit qu'à Austin ça va être plus compliqué. Donc là, on a eu deux circuits qui étaient plutôt bien à la fois pour le pilote et pour la moto. On verra par la suite. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr que c'est la très bonne surprise de ce début de saison.
Ouais, puis Thomas, c'est aussi pour rebondir sur ce que dit Michel, c'est quand même quelque chose d'inattendu, surtout entre le moment où ça s'est arrêté la saison dernière et là l'entrée en lice du championnat sur les 2 premiers rendez-vous. On a l'impression que pendant les essais, on savait pas trop où situer les Japonais, on en avait parlé ensemble, et puis là, on a vraiment l'impression que la Honda a fait un bond en avant. Alors, comme le dit Michel, avec le petit bémol qui convient, c'est que c'est des circuits qui étaient peut-être plus favorables à la Honda. Même Johan le disait, hein, pas de gros freinage, pas de longues accélérations, mais ça reste quand même une très bonne surprise. Ouais, alors après, comme disait Johan en Thaïlande, avant même le début du Grand Prix, c'est pas cette Honda, c'est pas une nouvelle Honda, c'est pas une révolution par rapport au projet quand il est né l'année dernière. Là, c'est une évolution de la progression qu'ils ont entamée en deuxième partie de saison l'an passé. Donc voilà, cette progression se confirme avec de très beaux résultats. Donc comme disait Michel, là, on est sur des circuits un peu particuliers. Maintenant, Austin, on le sait, ça reste, même s'il y a de gros freinages. Alors, un circuit, on va dire Honda, parce que la dernière victoire d'une Honda, c'était Rins il y a 2 ans. Donc, voilà, après on peut espérer de belles choses là-bas. Maintenant, ça se confirme aussi du côté de chez Honda, pas que du côté de Johan Zarco, parce que bon, on en parlera après, mais avec la pénalité d'Ogura, on a trois Honda dans le top 10. C'est assez rare pour être souligné. La dernière fois, je crois que c'était en 2022. Donc on est sur une belle progression de la part de toutes les Honda. Alors après, maintenant, à voir si, comme on dit, la saison commence souvent en Europe. Donc on verra à Jerez comment ça fonctionne là-bas. Est-ce que selon toi, Michel, il n'y avait pas non plus trop d'attentes par rapport à Johan, ou c'était vraiment le vrai potentiel qui pouvait jouer ce week-end, à savoir vraiment aller au contact des meilleurs et jouer, parce que encore une fois, il termine premier pilote non Ducati, on va dire ça comme ça, mais on n'a pas trop attendu de Johan, c'était vraiment dans ses possibilités? Bah, écoute, trop attendu, je sais pas, mais en tout cas, lui, il était super motivé, il croit en lui. Je pense il est vraiment au mieux de sa carrière, de son pilotage, parce que comme le rappelle judicieusement Thomas, on a 3 Honda dans le top 10. On a 9 10 Mir et Marini, mais les deux pilotes officiels, ils terminent à 15 et 16 secondes du vainqueur, et Johan, lui, termine à 7 secondes. Donc, ça veut dire qu'il a quand même il y a autant d'écart entre Marquez et Zarco qu'entre Zarco et les 2 autres pilotes Honda. Donc, ça dit aussi de lui aujourd'hui, de son niveau, quoi. Hein. Il faut le souligner. Et puis, il y a une image qu'on a vue aussi lorsque Johan rentrait au stand. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. C'est Albesiano, hein, maintenant, le responsable technique HRC. Ouais. Enfin, je sais plus comment. Directeur technique, voilà. Qui était au bord du box LCR pour attendre Johan et l'applaudir également. Ça montre aussi que on est vraiment dans cette cohésion d'équipe dont on avait un petit peu parlé au moment des débriefs d'avant-saison, où là, tout le monde travaille ensemble. Après, il y a une grosse volonté de la part de Honda, déjà en ayant recruté Albesiano en fin d'année dernière pour travailler cette année sur le projet de la RCV, mais aussi le fait d'avoir recruté derrière en coulisses un Aleix Espargaro qui lui doit faire quand même pas mal de ronds depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, donc dans le développement de cette RCV. On a Nakagami qu'on voit beaucoup rouler aussi au Japon, donc il doit y avoir un gros travail qui est fait derrière en coulisses sur ce projet, et on voit de toute façon que la volonté de Honda c'est de revenir aux avant-postes, et comme le disait Johan l'année dernière, dès le début du projet Honda, enfin de son aventure avec Honda, c'était de dire ça reste le meilleur, enfin le plus gros constructeur au monde. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ça ne revienne pas. Alors Michel, justement, tu as un petit peu soulevé l'interrogation qui nous concerne maintenant, et puis Thomas y a aussi un petit peu apporté son grain de sel. La prochaine épreuve, c'est le Texas. Comme le disait Thomas, c'est un circuit qui sourit au Honda. Est-ce qu'on peut attendre un niveau de performance équivalent pour Johan, ou est-ce que ça sera plus compliqué? Parce que derrière, on va évidemment arriver au cas de la famille Marquez. Mais sur Johan en lui-même par rapport à Austin. Alors écoute, avant de parler d'Austin, un petit mot, un autre petit mot sur Johan et sa performance en Argentine. Le vendredi soir, Bagnaia disait, on lui demandait un petit peu qu'est-ce qu'il avait surpris sur cette première journée, et la première chose qu'il a mentionnée, c'est Johan. Il a dit, il était vraiment épaté par ce qu'il avait fait sur la piste, de la manière dont il roulait, beaucoup plus surpris que Marquez, qu'on attendait évidemment là où il était. Donc
Voilà, pour parler d'Austin maintenant, comme je le disais tout à l'heure, ça sera certainement plus difficile de par les qualités qu'a aujourd'hui cette moto et les défauts. Donc les défauts, c'est son comportement au freinage, et on sait qu'à Austin, il y a deux trois virages en épingle avec des longues lignes droites, donc et des gros freinages, donc ça risque d'être compliqué à ce niveau-là. Même si évidemment tout le monde pense que la dernière victoire de Honda, c'était en 2023 à Austin avec Alex Rins qui était sur une Honda du team LCR. Donc c'est vrai que on attend tous, on rêverait tous de le voir sur le podium, mais voilà, enfin, d'après tout le monde, ça va être plus difficile, mais pourquoi pas, quoi. Ouais, on va voir. En tout cas, non, mais c'est vrai, on croise les doigts par rapport à ça. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que Johan, si on lui avait dit ça, je pense, en début d'année, après 2 Grands Prix, il est dans le top 5. Il est 5e du classement provisoire. Donc, on a l'impression que finalement, il démarre comme quand il était chez Ducati Pramac, parce qu'il était globalement à cette position-là. C'est ça. Puis après, il manquait pas de rappeler, en dehors des performances de la Honda, le fait qu'il y a potentiellement 2 Ducati en moins par rapport aux saisons passées. Donc lui, il le rappelait dès le début de la saison en disant ça fait potentiellement 2 places supplémentaires de gagner. Donc et voilà, aujourd'hui, il met les 2 remplaçantes des Ducati derrière lui. Donc forcément, ça se trouve aussi au classement. Donc voilà, je n'enlève rien bien évidemment aux performances de Johan, mais c'est aussi ça qui explique aussi un début de saison, un bon début de saison aussi de la part de Johan, quoi. Ouais, il y a 2 places à prendre, mais autant faut-il les prendre. Il faut les prendre, bien sûr. Voilà, exactement. Alors Michel, évidemment, moi, je voulais commencer par Johan parce qu'on est un petit peu cocardier et je pense que ça méritait qu'il soit sacré homme du week-end. Mais évidemment, et pour être très franc, c'était pas forcément une grosse surprise. C'est encore la prestation de Marc Marquez. Et même, alors là, par contre, son frère Alex, là, c'est quand même plus percutant. Mais évidemment, on va parler d'abord de Marc. Marc Marquez, on le savait, en arrivant en Argentine, il y avait eu 5 Grands Prix, il en avait gagné 3. Il avait le record des pole positions, il avait le record du Tour. Globalement, c'est pas non plus fondamentalement une grosse surprise de voir ce qu'il a réussi ce week-end. Non, c'est sûr qu'on l'attendait, même si ça a été plus difficile pour lui, moins facile qu'à Buriram. Car son frère était vraiment très performant. D'autre part, c'est un circuit qui met pas spécialement en évidence les gros points forts de la Ducati, donc il n'a pas été aussi à l'aise que ce qu'il aurait peut-être imaginé. Mais voilà, c'est du Marquez. Il est allé chercher la victoire, la pole et le sprint. Encore carton plein, quoi. Donc, on imagine qu'à Austin, ça va être difficile qu'il y ait un autre pilote à la première place. Ça, on va y revenir, mais c'est vrai que ce début de saison est un petit peu presque. Alors, c'est pas fait exprès, hein, c'est le hasard du calendrier, mais on dirait presque que c'est taillé pour lui. Et Thomas, ce que disait Michel, c'est vrai aussi. On l'a senti. Moins dominateur peut-être qu'en Thaïlande, où on a bien vu en Thaïlande, il jouait avec tout le monde, il jouait avec sa moto, l'histoire de passer derrière son frère, on savait qu'il allait. Là, on l'a vu 2-3 fois quand il a fait déjà une erreur, ce qui a permis à son frère de passer. Puis même avant, et même derrière, 2-3 fois, il y a eu des alertes. Il y a eu des alertes aussi pendant les essais. Comme dit Michel, il a fait du Marquez, il a été dominateur, mais la marge de manœuvre, c'est peut-être un petit peu réduite, non ? Oui, effectivement. Après, comme le rappelait Michel, après ça met pas en avant les points forts de cette Ducati. Aujourd'hui, Marquez est un pilote complet. On sait qu'il est aussi bon à l'avant, à l'arrière, au freinage, à l'accélération, enfin tout ce qu'on veut. Là, c'est vrai que c'est peut-être un peu moins évident sur ce circuit-là. Alex Marquez, depuis le début de la saison et même depuis les essais hivernaux, fait de très belles performances, surtout sur cette GP24. La GP23 lui posait plus de problèmes la saison passée. Voilà, que dire de plus? Rien, si ce n'est que on a un Alex Marquez qui n'a rien lâché jusqu'au bout. Mais je pense que Marquez en avait encore un petit peu sous la poignée pour avoir eu la capacité de commettre des erreurs, de revenir, de refaire un dépassement et surtout en quelques virages de mettre 7 dixièmes à son frère et une seconde jusqu'à 1 seconde 5 en quelques tours. Bon, voilà, comme dit Michel, à Austin, je vois mal qui à part lui-même, pourrait mettre à mal sa domination là-bas. Ouais, justement, Michel, par rapport à ce que vient de dire Thomas au sujet d'Alex Marquez,
sincèrement, il y aurait pas eu la perf de Johan. Moi, je pense que c'était Alex qui aurait été l'homme du week-end parce que sincèrement, il a été très impressionnant. Alors, peut-être aussi par rapport à ce que vient d'expliquer Thomas, Michel, le fait que cette GP 25 soit finalement une GP 24, on va dire plus, fait qu'on a aujourd'hui des pilotes qui sont très très proches en valeur absolue. On en reparlera dans quelques instants avec la VR46, mais Alex, il a fait un week-end d'enfer. Il a fait un week-end d'enfer et il confirme ce qu'il a montré à Buriram, ce qu'il a montré à Sepang pendant les tests. Donc, en fait, depuis qu'il est monté sur cette moto, même à Barcelone en novembre, il s'est senti super à l'aise, beaucoup mieux qu'il était sur la GP 23. Voilà. Après, on sait qu'Alex, enfin, je l'ai souvent souligné parce que c'est vrai qu'on le considère comme voilà, le frère de Marquez, que s'il s'appelait pas Marquez, il serait pas là. Bon, c'est quand même un pilote qui a été champion du monde Moto 3, champion du monde Moto 2, et c'est un pilote qui travaille, qui a certainement pas le talent de son frère, mais par contre c'est un bosseur et qui progresse tout le temps. Et voilà, aujourd'hui, je pense que c'est une surprise sans en être une quelque part, quoi. Hein. On sait que c'est un excellent pilote. Il est dans l'équipe qui est aussi chaque année il y a une surprise avec il y a eu Bastianini, il y a eu Marquez, et là il y a l'autre Marquez. Voilà, mais c'est vrai qu'il fait un excellent début de saison sur des circuits jusqu'à présent aussi qui lui conviennent plutôt bien. Alors, moi, j'ai une autre question, évidemment. Alors, c'est pas une question polémique, mais par rapport à ce qu'on vient de voir là, est-ce que Alex, on attend maintenant qu'il gagne. Quand est-ce qu'il va gagner? Ça, c'est une autre histoire. Mais dans la physionomie actuelle des courses, est-ce que finalement, c'est pas un allié direct, peut-être même indirect, peut-être même direct, de Marc, son frère, par rapport à la course au titre et notamment par rapport à Bagnaia, parce que ça fait quand même il y a eu 4 courses, 4 fois il s'est intercalé entre son frère et Bagnaia. Non, il s'est pas intercalé, Eric. Il fait sa course. C'est pas parce qu'il s'appelle Non, Marquez. Quand je dis intercalé, excuse-moi, Michel. Quand je dis intercalé, c'est qu'il a terminé devant Bagnaia et donc par la force des choses, il s'intercale et il prend des points à Bagnaia. C'est ça que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est sûr que le pilote qui est pas à sa place aujourd'hui, c'est Bagnaia. On en parlera après. Mais voilà, Alex, c'est vrai que dès qu'on lui parle de son frère, on sent que ça l'agace, même si c'est un garçon bien élevé, il évite de le dire. Mais voilà, c'est sûr que d'être toujours comparé à son frère, ça doit être quand même assez pénible pour lui, quoi, on peut imaginer. Donc, je pense que il fera tout pour essayer de le battre. Et on voit bien que Marc essaie aussi de tout faire pour battre son frère. Donc, il y a une rivalité dans la rivalité entre les deux frangins, évidemment. Après, moi, je reste convaincu qu'aujourd'hui, Marc, Alex. non, Marc, un jour concédera ou sera battu par Alex. Là, Michel, tu le soulignais, effectivement, il a tout donné, Marc, pour aller chercher cette victoire. Il a fait du Marquez. Après, je reste convaincu que Marc sera, je vais y arriver, fait tout aujourd'hui pour capitaliser sur un début de saison tonitruant pour assommer, j'imagine, en tout cas, asseoir une domination dans le box avec Bagnaia. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Michel, vu que tu as été là-bas en Argentine. Est-ce que tu ressens un peu cette volonté indirecte, ou en tout cas un peu cachée, de faire en sorte d'être le premier pilote Ducati sans vraiment le revendiquer, quoi? Il va être le premier pilote tout court. S'il peut tout gagner, il va tout gagner. D'ailleurs, ce que dit Bagnaia, qui commence à s'inquiéter, c'est lui, il est pas encore, il sent qu'il ne savent pas, il a pas de feeling, il est pas bien. On sent qu'il est forcément perturbé par ce que fait son camarade et son voisin de garage. Et il sait très bien il dit déjà que le retard qu'il prend maintenant, ça va être compliqué parce que le problème de Marc, c'est qu'il va pas faire d'erreur, il va pas lâcher de points. Ouais. Donc, s'il peut, c'est un rouleau compresseur, Marquez. On se souvient ce qu'il a fait en 2014. Il a gagné les 10 premières courses du championnat. Donc, est-ce qu'il peut faire pareil cette année? Pourquoi pas, hein? En tout cas, aussi bien qu'en 2019 où il n'avait jamais fait moins bien que de premier ou deuxième, à part une chute à Austin. Mais...
Et est-ce que tu penses Ouais. aussi, puisqu'on va maintenant, on en a fait un petit peu la liaison, mais on va parler de Pecco Bagnaia, est-ce que tu penses aussi que finalement, il s'attendait, c'est ce qu'il a dit lui-même, hein, il a dit, je vais pas vous mentir, si je disais que je suis surpris par les performances de Marc, je vous mentirais, il s'attendait à souffrir par rapport à Marc Marquez, mais par rapport à ce que tu viens de dire, Michel, est-ce que tu penses aussi que le facteur Alex Marquez, il l'avait peut-être pas forcément pris autant en considération que la place qu'il occupe aujourd'hui? Ah, évidemment. Évidemment, il s'imaginait pas il pensait avoir peut-être un Marquez devant, mais certainement pas deux. Et de plus, de voir Alex avec la GP24 devant lui, ça le fait gamberger. Et d'ailleurs, hier soir, il disait que il pourrait demander à rouler avec une GP24 à Austin. C'est ce Parce que que j'allais te dire, c'est ce que j'allais te demander d'ailleurs. cette nouvelle moto qui est très très proche de la moto de l'an dernier, juste des évolutions au niveau du châssis puisque le moteur est identique. Il dit qu'il retrouve pas sa moto de l'an dernier. Voilà, là il gamberge par rapport à ça. Il a pas de confiance sur les phases de freinage. Il sent pas en confiance pour aller plus loin que ce qu'il va aujourd'hui. Donc, quand il voit Alex faire ce qu'il fait avec la moto de l'an passé, je pense qu'il il va revenir très vite à sa moto, à la GP24, et peut-être essayer essayer de nouvelles choses au test après Jerez, quoi. Mais là, on le sent un peu perdu. Il a besoin de se rassurer. Je voulais revenir vers toi, Thomas. Réglementairement, il peut, sachant par rapport aux concessions, etc. Ça c'est pas considéré comme une évolution Non, de parce revenir que au modèle d'avant. non, parce qu'après là, on parle plutôt peut-être plutôt de la partie cycle, c'est-à-dire le châssis, je sais pas, un bras oscillant, une fourche, enfin voilà. Mais tout ce qu'aéro, en théorie, enfin c'est même pas en théorie, il y a eu une homologation en Thaïlande, ils ont le droit à une homologation dans l'année. Et le moteur, il est scellé jusqu'en fin 2026. Donc ça, au niveau du moteur, ils pourront pas changer. Donc voilà. Par contre, là, je voulais juste dire, et j'ai remarqué ça ce matin, Michel, c'est que mine de rien, alors même s'il est dominé par Marc Marquez et Alex Marquez, c'est le meilleur début de saison de Bagnaia depuis son arrivée en MotoGP, quoi. C'est là où il a marqué le plus de points depuis qu'il arrive en MotoGP. Il fait 2 podiums en 2 courses, donc sur les courses du dimanche, en parlant des sprints également. Voilà, ça reste mine de rien un bon début de saison. Mais comme Michel le dit et comme il le souligne très bien, c'est vrai que le retard pris aujourd'hui peut coûter très cher à la fin de la saison, quoi, sur une éventuelle reconquête du titre. Michel? Ouais, le problème de Pecco, c'est un pilote qui, pour aller vite, a besoin de tout mettre, de tout aligner, quoi. Dès qu'il y a un truc qui va pas, ça le perturbe. Alors que Marquez, il est habitué, il a tellement passé des années avec une moto qui était, je vais pas dire un tréteau, mais pas loin, une moto qui était très très difficile à piloter. Il est capable de s'adapter à n'importe quoi et d'aller vite avec. Donc lui, là, il se retrouve avec une moto qui est beaucoup plus performante que celle qu'il avait l'an dernier. Et tout de suite, voilà, il est dans l'équipe officielle. Il est content d'avoir atteint aussi ses objectifs, de s'être rassuré, de pouvoir retrouver son niveau, d'avoir récupéré physiquement. Donc il est sur un nuage. Donc il entame la deuxième partie de sa vie de pilote. Et voilà, il apprécie tout ce qui arrive. Il est au mieux, quoi, au mieux de ce qu'il peut faire. Donc, alors que Bagnaia est déjà dans le doute. Donc, c'est sûr que ça va être, il va falloir que Pecco je vais pas dire se réveille, mais enfin, en tout cas, se remettre les idées en place très très vite, parce que sinon, c'est sûr que le retard qu'il est en train de prendre va être difficile à combler. Après, comme on le disait aussi quand on a évoqué Marc Marquez, c'est vrai que ce début de saison lui est favorable parce que c'est des circuits qu'il apprécie. On sait que Bagnaia l'avait dit, hein, l'Argentine, c'était pas forcément sa tasse de thé. D'ailleurs, Thomas, il a pas de podium là-bas. Je crois que sa meilleure place, c'était 5e, hein, jusqu'à présent. Donc voilà, après, on sait que là, dans 15 jours, il y a le Texas qui arrive. Donc, à mon avis, psychologiquement, il est préparé aussi à souffrir, Bagnaia. Moi, je le vois quand même pas aussi éteint que ça. Enfin, en tout cas, pas autant atteint depuis seulement 2 Grands Prix, au point de se dire que ça va être compliqué. Écoute, pour avoir écouté hier soir, moi je le sens atteint. Je le sens dans le doute, même si voilà, on le connaît, Pecco, c'est un pilote qui donne le change, qui est toujours quand il s'exprime, voilà, il monte jamais quand il est vraiment pas bien, quoi. Donc Ouais.
Ouais, tu penses que c'est réel, moi, c'est pas de l'intox à jouer justement sur le tableau de dire ça y est, il va me marcher dessus et puis au final sortir un peu comme le diable de la boîte au moment où on l'attend pas pour revenir sur le devant de la scène. Là, il est vraiment touché, tu penses? je pense, enfin touché, il est pas coulé, mais il est, oui, forcément, tu fais 2 premiers Grands Prix et t'as t'as pas un Marquez, mais 2 Marquez devant toi. Alors même si là en plus, non seulement il a 2 Marquez, mais il a aussi un Morbidelli devant lui. Mm. Donc même si c'est pas son circuit, c'est sûr que c'est pas le résultat qu'il espérait, même si c'est finalement pas si mal que ça. Voilà, si c'était Martin qui était en tête du championnat, ça serait différent. Là, c'est Marquez. Voilà, c'est aussi. Et puis quand un pilote dit, je pense que je vais peut-être revenir à la moto de l'an dernier, c'est pas un très bon signe. Ouais, ça gamberge, effectivement. Justement, tu fais la bonne liaison aussi, Michel, parce qu'on va parler de cette équipe, parce que là, on va mettre les deux pilotes quasiment sur un même pied d'égalité, à savoir Franco Morbidelli et Fabio Di Giannantonio. Gros week-end, Thomas, de la part de la VR46. Je crois que c'est la première fois que les deux pilotes terminent dans le top 5, si je dis pas de bêtises. Oui, très probablement. Ouais. Là, par contre, je te prends de court, là. Oui, très probablement. Bah oui, effectivement, retour sur le podium de Morbidelli. Alors, pour le chiffre, c'est 1414 jours après son dernier podium sur Yamaha en 2021 en Espagne. Donc, ça faisait un moment. Et surtout, Di Giannantonio qui, malgré un début même une intersaison compliquée où il se blesse à Sepang, retrouve voilà de la perf. De la perf, ouais, exactement. Faut rappeler aussi que Di Giannantonio a manqué les 2 dernières courses l'an dernier en raison d'une opération à l'épaule, donc il a vraiment pris le temps de se guérir, et là il revient avec la même moto que celle dont dispose Bagnaia et Marquez. Donc, et Marc Marquez. Ouais. Voilà, donc on est sur une belle perf des deux pilotes VR46. Voilà, et Di Giannantonio qui est allé chercher et priver Johan Zarco de cette 5e place à l'arrivée, quoi. Michel, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, à titre personnel, oui, forcément. Je suis content pour Morbidelli parce que on lui a quand même cassé beaucoup de sucre sur le dos. Et puis là, maintenant, je parle en général, hein, je parle pas que de nous, mais il a quand même été un peu maltraité. Et là, maintenant, alors, tu vas me dire, c'est aussi la moto qui contribue, mais on retrouve un Morbidelli. Faut pas oublier qu'il a quand même été vice-champion du monde. Et enfin, moi, ça me fait plaisir de le retrouver aux avant-postes et ça peut nous promettre une belle saison là encore. Bah écoute, on espère pour lui. Hein. C'est vrai que c'est pas le pilote sur lequel on va miser, mais voilà, il est à moitié brésilien, donc peut-être la proximité de son pays, il l'a dit, son hein, pays maternel lui a fait du bien. Il avait des supporters, oui, bon, il aime bien jouer là-dessus aussi. Puis je crois qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, il a fait un petit crochet avec d'autres pilotes au Brésil, puisqu'on aura l'année prochaine un Grand Prix au Brésil et non plus en Argentine. Donc ça, c'était pour l'anecdote. Mais non, c'est sûr que c'est bien de le voir sur le podium. Après, il est derrière Alex Marquez. Donc là, c'est pareil, ça relativise un petit peu sa performance. Mais voilà, 5 Ducati au top 5, comme ça n'est félicité d'Aligna, ça dit que cette moto a encore un petit truc en plus que les autres, quoi. Di Giannantonio, pour toi, Michel, ça peut vraiment être un client cette saison? Peut-être pas à toutes les courses, mais ça peut être quelqu'un sur qui il va falloir compter? Bah écoute, c'est un pilote qui a fait des coups d'éclat. Voilà, ça va être intéressant de voir comment il arrive à être un peu plus souvent sur les premières places. Cette année, on a clairement Marquez et Bagnaia qui vont se disputer le titre. On a un outsider qui s'appelle Alex Marquez sur ce début d'année. On a Martin absent. Qu'est-ce qu'il va faire quand il va revenir? Donc autour du podium, voilà, je pense que c'est les noms que je viens de citer qu'on va retrouver. Après, derrière, il peut se passer des choses. Et effectivement, les deux pilotes de la VR46 sont attendus là, puisque il y a beaucoup moins de Ducati et ils sont 2 à en avoir. Alors, cette VR46, elle est évidemment, on peut pas l'occulter puisqu'elle s'appelle VR46. Il y a un certain Valentino Rossi derrière. Et ce matin, j'ai lu un article, alors je sais pas si tu l'as vu passer, Michel ou même Thomas, comme quoi Morbidelli accusait Marquez de pas avoir un moteur réglementaire. C'est pour ça qu'il avait des performances inconsidérées depuis le début de saison par rapport à Bagnaia. Donc, est-ce qu'on n'est pas en sous-marin en train de commencer la guerre psychologique?
J'ai pas vu cet article. T'as vu passer ça, Michel, non? Je sais pas d'où ça sort. Moi, j'ai pas entendu ça du tout. Donc, c'est un article de quoi? De quel journal? Je sais plus. C'est Motors. C'est un site anglais, il me semble, ou quelque chose comme ça que j'ai vu passer. Il faudra que je retrouve le sujet, mais voilà, on en parlait déjà dès la première émission de débriefing. C'est sûr que Marquez chez Ducati, ça doit pas faire plaisir à Rossi, mais bon, c'est comme ça et on va pas voir le mal partout et refaire les histoires à chaque course, quoi. Ouais, écoute, je vois pas comment il pourrait avoir un autre moteur là. C'est un truc qui veut. Ouais, non, mais c'est surréaliste, quoi. On est là pour essayer de monter les uns contre les autres, en fait. Après, tu sais, qu'en Moto 2, on l'accusait d'utiliser de l'électronique différente. Donc, si tu veux, bon. Oui. Il est plus à ça près, le Marquez. D'accord. Bon, on va passer au chapitre suivant. Et là, malheureusement, on sera un petit peu moins enthousiaste parce qu'on va parler de Fabio Quartararo, Michel. Et Fabio, alors, il y avait eu des prémices de quelque chose de peut-être potentiellement bien aux essais, puisqu'il avait réussi une bonne qualif. Et puis que ça soit en sprint et surtout au Grand Prix hier où il s'est fait percuté par Bezzecchi, ça a été la cata. Comment il était hier au soir? Il était, j'imagine, un peu chafouin, non? Écoute, moi je l'ai pas vu parce qu'à l'arrivée, j'étais avec Johan. Donc, quand il est passé à son point presse en vitesse, je l'ai raté. Il avait un avion à prendre, donc j'ai eu après l'audio de ce qu'il a expliqué en anglais. Problème de grippe. Depuis, voilà, c'est même problème qu'Aburera, quelque part, même si les pneus étaient différents. Donc, c'est sûr qu'après Sepang, on espérait beaucoup de lui. Mais encore une fois, comme il l'a dit, Sepang, c'est un circuit déjà qui convient à la Yamaha, où il y a eu 5 jours d'essai, donc beaucoup de gomme sur la piste, donc beaucoup de grippe. Donc, ça masque les problèmes intrinsèques de la Yamaha. Et là, ils sont retombés dans leur travers, quoi. Et c'est vrai que on l'a pas vu, hormis aux essais. Alors, ce qui est étonnant, c'est que l'an dernier, il était pas mal en rythme de course, mais il avait du mal à exploiter des pneus neufs pour faire un chrono aux essais. Là, il y arrive, mais par contre, en rythme de course, ça s'effondre tout de suite. Alors, c'est vrai qu'en plus, là, comme tu l'as rappelé, Bezzecchi l'a accroché en chutant en ratant son freinage au premier virage, donc il est reparti dernier. Donc, à partir de là, la course était cuite. Mais même en sprint, il est bien parti, il était devant, mais il s'est très vite effondré. Donc, c'était un très mauvais week-end. Après, si on prend globalement la performance d'Ayama, Rins est parti avec le soft. Je trouve ça surprenant, Michel. Je sais pas ce que t'en penses, parce qu'il disait Rins qu'il se sentait bien au warm-up avec le soft et du coup il s'est dit en course ça va le faire, mais en fait il s'est rendu compte très rapidement que ça allait pas le faire. Bon, aujourd'hui la notion de soft medium c'est plus comme la notion à laquelle on pensait par le passé, mais le soft c'était vraiment une option envisageable pour la course, sachant que les VR46 je crois l'ont utilisé. Même Marquez, non? Je sais plus ça par contre. Non, il y a que Morbidelli. Il y avait les deux pilotes de la VR46, donc le soft a très bien fonctionné. Après, là, on est plus sur du feeling avec le pneu. Le soft, il offrait un petit peu plus de grip au départ, donc c'est ce qui a permis à Morbidelli de faire un bon début de course. D'ailleurs, il avait misé là-dessus pour ça, se faire partir fort et après gérer. Finalement, il n'y a pas eu un drop plus fort, plus important que ça sur le soft par rapport au médium. Et le médium offrait un petit peu plus de stabilité, donc. En tout cas, Morbidelli et Didia ont prouvé que le soft était une option pour la course. Donc. Bon, Rins est parti avec, donc lui pareil, il a payé cher ça. Mais après, si on prend les deux autres pilotes Yamaha, bon, Oliveira qui était absent, malheureusement. Ça, c'est pas bon signe par contre. Hein. Il est reparti pour son épaule. Ouais, Michel, t'as peut-être des infos? Non, mais Rins, il termine 11e, Thomas et Miller 13e avec le médium. Donc, Non, je voulais juste dire ce qui s'était passé pour eux, juste. Parce que en fait, Miller, lui, il précise qu'il a loupé complètement son départ parce qu'il a patiné sur la grille, et ensuite il a pu remonter et donc aller arracher quelques points. Rins, il a juste payé en fin de course le fait que le pneu ait droppé. Il pensait que ça allait finir correctement avec le soft, avec le médium, avec le soft, pardon, je vais y arriver, et ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, bon, c'était juste pour expliquer les performances globales des Yamaha en enlevant bien évidemment Oliveira, dont
qui a chuté, enfin qui s'est fait percuter par Aldeguer. Et puis, ça lui a valu une pénalité d'ailleurs à Aldeguer. Donc, absolument, un long lap. Et puis pour Oliveira, ça c'est pas forcément bien parce que c'est de nouveau sur son épaule, je crois, au niveau des ligaments. À l'origine, les premières infos, c'était le fait que rien de cassé et puis ça va le faire. Et puis en fait, non, on va peut-être plutôt voir ce qui se passe. Et donc là, il est rentré en Europe pour voir ce qui se passe. Donc, alors, je sais pas si depuis, Michel, tu as eu des news, mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas de news officielle sur ce qui se passe pour Oliveira. Mais en tout cas, ouais, effectivement, si ça doit être l'un des pilotes les plus malchanceux de la grille à se retrouver toujours en début de saison blessé, ouais. Et par rapport à Fabio, Michel, c'est récurrent ces problèmes et on n'a pas l'impression de trouver des solutions. Alors est-ce que c'est parce qu'encore une fois c'est le début de saison et il faut attendre que tout le monde rentre en Europe pour qu'on puisse reposer les choses à plat, mais j'ai l'impression que ça va encore moins bien que chez Honda, quoi. Ça va moins bien que chez Honda, oui, sur ce début de saison. En tout cas, après, encore une fois, on a eu que 3 circuits, donc à Sepang, très bon circuit. On s'est dit, voilà, la Yamaha a fait un vrai step, la Honda en a fait un petit, et puis voilà. Après, on a la bonne surprise des Honda, la déception des Yamaha. On va voir sur la suite, mais c'est sûr qu'il y a un problème. Il y a un problème de motricité, de grippe, d'exploitation du pneu chez Yamaha qui a un vrai problème autour duquel les ingénieurs tournent en rond, quoi. Là, si on voit les photos qu'il y a derrière qui s'affichent, là, on voit de toute façon qu'ils cherchent à résoudre ce problème de grippe parce que c'est l'une des rares fois où je vois Fabio rouler avec un bras oscillant qui n'est pas peint. Et c'est Miller qui roule avec un bras oscillant comme ça, là, jusqu'à présent. Donc, voilà. Bon, voilà. Ils cherchent. Ils avaient 2 cadres aussi. Ouais, ils avaient un nouveau cadre aussi. C'est pour dire qu'ils cherchent, clairement, qu'ils bossent sur le domaine, quoi. Et il a fait des commentaires ou pas sur ce nouveau châssis où il s'est pas étendu plus que de raison. C'est un châssis qui avait été utilisé au test à Sepang, mais pas à Buriram parce qu'ils pensaient que ça fonctionnerait pas. Donc voilà, pour l'instant, ils cherchent, ils travaillent, ils cherchent, ils essaient des choses. Mais, on a l'impression qu'ils sont un peu perdus, quoi. Il y a des choses qui avancent, mais bon, c'est compliqué pour t'entendre. Il y a un petit problème de lag là avec l'Argentine. Mais bon, on va retrouver Michel dans quelques instants. Ouais, je disais, Thomas, ils sont un petit peu perdus. Mais je dirais que ils sont pas les seuls dans ce cas-là parce que on va s'intéresser rapidement aux autres équipes et notamment KTM. On n'en a pas parlé jusqu'à présent. KTM, il y a une constance qu'on voit depuis 2 courses. Par contre, c'est Binder qui est maintenant devant Acosta régulièrement. Et là, je pense que le jeune prodige espagnol, ça doit pas lui plaire. Non, écoute, Pedro Acosta, là, d'après ce qu'il dit après la course, alors déjà, il a eu un problème de surpression à l'avant. Donc, du coup, il a dû gérer cette pression et donc essayer de revenir. Et ensuite, pour la 2e fois en MotoGP, en tout cas, c'est ce qu'il dit, il a souffert d'un syndrome d'éloge. Et donc, pour l'instant, il s'en inquiète pas parce que ça lui est arrivé juste à sa toute première course en MotoGP l'année dernière. Mais bon, ça pourrait expliquer aussi cette petite contre-performance dans la course. Bon, il termine 8e, c'est pas non plus ridicule. Oui. Sachant que le meilleur résultat d'une KTM en Argentine, c'est 6e. Binder avait gagné la sprint quand même. Oui, il avait gagné la sprint, mais dans des conditions un petit peu particulières. C'était un petit peu différent. Non, c'était sec pour la sprint et c'était mouillé pour le Grand Prix. Faut regarder la fiche technique, Thomas. Tu sais qu'on fait une fiche technique tous les jeudis et on donne les résultats. Je me souviens de la chute de Bagnaia. Je sais pas pourquoi ça s'est resté sur cette. Bon bref. Mais toujours est-il que le meilleur résultat d'une KTM sur une course un Grand Prix, voilà, sur un Grand Prix, c'était 6e. Bon, là, il fait 7e. Bon, après, c'est sûr que la KTM n'est pas là où on l'attendait, où on l'espérait. On espère. Après, voilà, il y a eu une bonne nouvelle qui, je pense que vous en avez parlé la dernière fois au dernier débrief. Il y a eu une bonne nouvelle qui est tombée, en tout cas, qui met un peu d'espoir autour de KTM. Maintenant, ils ont l'avantage de ne pas avoir de développement à faire au niveau du moteur. Maintenant, il faut travailler plus sur la partie cycle et sur l'aéro. Bon, maintenant, en espérant qu'ils prennent pas trop de retard et qu'ils soient là. On arrive en Argentine, à Austin l'année dernière. Pedro Acosta avait failli gagner, mais en tout cas, il s'était battu pour la victoire. Bon, on peut peut-être espérer, on espère en tout cas pour eux. Michel, on t'a retrouvé KTM sur ce Grand Prix d'Argentine. Tu peux nous en dire 2 mots ?
Bah écoute, c'est pas terrible. Voilà, c'est bien, 2 mots, pas terrible. Voilà, pas terrible. Non, c'est sûr, c'est compliqué. Les Vinales et Bastianini, ils ont du mal à se faire à la moto. Acosta, qui était performant l'an dernier dès son arrivée en MotoGP, il a du mal pour diverses raisons. Mais voilà, on sent que la moto n'a pas évolué et c'est compliqué. Et forcément, psychologiquement, toute l'équipe elle est atteinte par ce qui s'est passé. Alors même s'ils sont rassurés, si le programme va continuer, forcément les budgets ont été coupés. Là, par exemple, en Argentine, tous les gars arrivaient dans un bus tous ensemble, alors qu'ils étaient habitués à avoir pratiquement une voiture de location par personne et voyager en business. Donc là, c'est un peu plus. On leur demande de faire des économies sur tout. Donc c'est sûr que ça. Ils sont pas dans les meilleures conditions, on va dire, et les pilotes non plus, quoi. Après, la moto en elle-même, vas-y, moto en Michel. elle-même, elle a un problème, c'est que elle est performante sur le freinage tant que le pilote reste droit, mais dès qu'il garde les freins et qu'il rentre dans le virage, la moto s'écarte, elle ne tourne plus, ou alors les pilotes perdent d'avant, quoi. Donc c'est l'opposé de la Honda aujourd'hui qui a un train avant qui met le pilote en confiance. La KTM, elle met pas du tout en confiance, et donc voilà, Acosta qui était très fort à ce niveau-là, on sent bien qu'il est plus aussi à l'aise qu'il était l'an dernier. Donc c'est vrai c'est compliqué pour eux, quoi. Ouais, Binder disait que s'ils allaient ici résolver ce problème, ils y arriveraient, ça leur rendrait la vie beaucoup plus facile, quoi. Le problème de grippe sur l'angle. Ouais. Bon, un petit mot sur Aprilia. Alors, non pas par rapport à la course de Bezzecchi, puisqu'elle s'est malheureusement arrêtée prématurément dans le premier bac à gravier. En revanche, c'est l'affaire Ogura, parce qu'on va parler de cette affaire à Ogura, qui a finalement été disqualifiée, Michel, pour utilisation d'un logiciel non autorisé, c'est ça ? Écoute, c'est ce que j'ai lu hier soir aussi en rentrant à mon hôtel. Après avoir appris la disqualification. Mais là, je vais laisser Thomas nous expliquer tout ça parce que c'est son domaine. Alors voilà. Non, mais j'essaie d'en savoir plus, mais là, on saura pas véritablement ce qui s'est passé. Là, depuis 2016, pour rappeler, on est sur un boîtier électronique unique et un logiciel unique, donc qui est développé par chacun des constructeurs. Voilà. Maintenant, le logiciel qui apparemment a été mis sur le boîtier électronique d'Ayogura n'était pas le bon. Voilà. C'est tout ce qu'on sait. Maintenant, est-ce que savoir d'où vient cette erreur, surprenant parce que j'ose imaginer que c'est pas qu'une seule personne qui intervient sur le boîtier. J'imagine qu'il y a des ingénieurs Aprilia qui doivent travailler un peu comme on voit des Ducati Boys dans les box de chacun. Parce que effectivement, tu fais bien de le rappeler, je te coupe 30 secondes, parce que Ayogura, c'est Trackhouse, c'est pas l'équipe officielle Aprilia Racing, mais bon, c'est l'équipe satellite. Bien sûr, mais comme le souligne Massimo Rivola, c'est 4 machines, les 4 mêmes machines. Donc effectivement, c'est un team satellite, donc peut-être un peu moins de soutien, mais j'ose imaginer qu'il y a des ingénieurs Aprilia qui circulent dans les deux box. En tout cas, c'est dans leur intérêt de pouvoir. Oui, et puis il y a des garde-fous en principe. Voilà, donc c'est surprenant. Voilà, après, Davide Brivio, dans le communiqué de presse, donc le team principal, précise que ça n'a pas apporté de performance supplémentaire à Ayogura. Bon, ok, soit, mais maintenant, c'est surprenant de voir ça, sachant que les motos passent au contrôle technique. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont surprenantes. Maintenant, on saura pas ce qui s'est passé précisément. Et puis, il y a la question de se dire, est-ce qu'il utilisait ça en Thaïlande. Alors après, ça pouvait être parce que je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a eu Alex Rins dont toutes ses séances ont été annulées, tous les chronos de ses séances du premier jour en Thaïlande ont été annulés parce qu'il utilisait quelque chose qui n'avait pas été retiré des tests. D'accord. Donc après, il y a des choses qui pourraient, ça peut être aussi une erreur de, la moto, on l'a utilisée depuis le test, on a mis des choses pour tester des choses, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est resté sur la moto jusqu'en Argentine. Bon, voilà, on saura probablement pas le fin mot de l'histoire. Il a été disqualifié. Dommage parce qu'il fait une belle 8e place. Ça aurait été le premier pilote. En tout cas, indépendamment de ce problème, il confirme quand même que parmi les rookies, c'est pas forcément celui qu'on attendait le plus. On attendait peut-être plus d'Aldeguer, me semble-t-il. Ouais. Et finalement, c'est lui qui sort un peu la tête de l'eau par rapport à Chantra, qui est vraiment en difficulté, on va le dire comme ça, même s'il n'a pas la même moto. C'est sûr. Voilà. Et c'est un peu aussi le sentiment du paddock, Michel. On en a parlé, évidemment, en Thaïlande à Ogura, mais l'adaptation qu'il fait sur ce début de saison, tout simplement. Ah, bien sûr, c'est une des très très bonnes surprises de ce début d'année. C'est
Alors Ogura, c'est peut-être pas le pilote le plus talentueux en talent pur, on va dire. Par contre, c'est un pilote, je pense, très intelligent et qui cherche à comprendre ce qu'il fait sur la moto, comment les gens travaillent autour de lui, ce que font les pneus, ce que fait l'électronique. Donc, je pense qu'il a des qualités importantes pour le MotoGP d'aujourd'hui et pour faire des choses intéressantes. Et il le prouve clairement depuis le début de l'année, quoi. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de discuter assez longuement avec Fabiano Sterlacchini, qui est le nouveau directeur technique d'Aprilia et qui est vraiment enchanté par Ogura et sa façon de travailler, quoi. Très bien. Écoute, Michel, on va te remercier de ta disponibilité. On va te laisser te préparer parce que je crois que tu vas pas tarder à partir en direction de l'aéroport pour rentrer enfin en Europe. Et puis, on se retrouvera dans 15 jours pour le débrief qui concernera Austin. Thomas, on va jeter un dernier coup d'œil sur les résultats. On va rappeler donc que la course sprint a été remportée par le même trio. Alors ça, c'est quand même assez exceptionnel. C'est une séquence qui n'est jamais arrivée. Ouais. C'est-à-dire que trois courses, sprint, course, sprint. C'est jamais arrivé qu'il y ait 3 podiums qui se suivent comme ça. Voilà, donc le podium de la course sprint, donc les 2 frères Marquez aux 2 premières places et Bagnaia 3e. Le dimanche, c'est-à-dire hier, donc pareil, Marc et Alex Marquez sur les 2 plus hautes marches et rejoint par Franco Morbidelli. Au niveau du classement du championnat du monde, donc comme on vous le disait, on a évidemment Marc Marquez qui domine largement les débats avec le carton plein. Il est suivi par son frère, Alex Marquez, et encore Pecco Bagnaia. Franco Morbidelli, lui, est désormais 4e. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, Johan Zarco est désormais en 5e position du championnat du monde. Et puis, sur la deuxième page, attention, Di Gianantonio remonte, évidemment. Brad Binder est là. Et ensuite, on retrouve Ai Ogura qui perd les points de cette 8e place, donc qui est donc 8e, 9e Bezzecchi et 10e Pedro Acosta qui fait son entrée dans le top 10. Voilà pour ce débrief qui concernait le Grand Prix d'Argentine. Merci Thomas d'avoir été avec nous physiquement présent. Je ne sais pas si on peut scanner le QR code depuis l'écran derrière toi. Si, on va le scanner, mais de toute façon, Thomas, Adrian qui est à la technique va nous remettre tout ça. Michel, encore une fois, mille merci. On se retrouve dans 15 jours pour le Grand Prix d'Austin. Il y a de grandes chances qu'on reparle de Marc Marquez, Michel. Ça se pourrait bien, ouais. Voilà, écoute, merci beaucoup Michel, bon retour. Et puis quant à nous, on se quitte sur ces paroles. N'oubliez pas, comme l'a signalé Thomas, de scanner le QR code qui va apparaître juste après le générique de l'émission pour vous abonner. Vous activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et comme ça, vous ne raterez plus rien de nos prochains débriefs. Et n'oubliez pas que Talkback GP, c'est une émission de Fastlane TV, donc un programme qui est disponible sur YouTube. Et à l'intérieur de cette chaîne Fastlane TV, on vous propose aussi un programme voiture, en l'occurrence Fastback. Voilà, on vous souhaite une très bonne fin de soirée. À très vite et n'oubliez pas, le jeudi avant le Grand Prix, c'est la fiche technique. Le vendredi, c'est le live et le lundi, c'est le débrief. Merci, bonne soirée, à la prochaine.